C'est la passionnante énigme de la gravité qui donne sa force à l'eau pour faire tourner la roue des moulins que je veux cet après-midi-là offrir à Faustine et Constantin, mes petits-enfants. En même temps que l'image d'Épinal héritée de ma lointaine enfance. Gazouillis du ruisseau, parfum des plantes sauvages, balai des libellules et des vairons. Au même rythme que celle des moulins, tournent à la force de l'eau les roues de l'imaginaire. Sur les contreforts de l'Aubrac vers Saint-Geniès-d'Olt, le rustique moulin de la Germanie, à peine plus sophistiqué que les 3 branches de noisetier que les enfants confient au cascatel des rigoles. Le moulin de la Germanie est en rouergue l'un des très rares à tourner au fil de l'eau, celle qu'un petit canal de dérivation emprunte à une boralde, ainsi qu'on appelle ces ruisseaux de l'Aubrac qui descendent au Lot. J'ai gardé les vaches, j'en ai 4 vaches. 4 vaches. Ouais. Vous allez les garder. Alors, on en a gardé par là, que les alliez pas chez le voisin, et on prenait le... Jean-Claude Balitran est maintenant l'héritier de ce rustique joyau familial qu'avec un soin jaloux, il s'attache à préserver. Avant lui, Robert, son oncle, 91 printemps aujourd'hui, est né et a passé son enfance dans ce moulin. Entre l'oncle et le neveu, beaucoup de souvenirs à moudre. C'était vieux quand même. Il n'y avait que des meules. Alors ça faisait pas du rendement. 100 kilos par jour à peu près. Ça fait pas beaucoup. Il y avait des clients qui venaient, mais il n'y avait pas de route. Ils venaient avec les bœufs et les chars. Et alors il y avait deux meules. Il y en avait une qui, pour moudre, c'était plus grossier, c'était pour les cochons. C'est-à-dire l'avoine, l'orge par là. Et après l'autre, les meules étaient plus fines, et c'était pour faire la farine ou pour faire le pain, quoi. Ce moulin est encadastré en 1668, donc il est très très vieux. Et c'est un mécanisme qui a fonctionné au travers des siècles. Hein. C'est un mécanisme tout à fait simple, les réglages tout simples. Et voilà, donc je montre ça aux gens et l'Office de tourisme de Saint-Geniès me sollicite pour faire visiter l'été. Et je trouve que les gens sont de plus en plus intéressés. Ça veut dire tout ce qui rappelle un petit peu, tout ce qui est cette mémoire collective, et les gens ils sont sensibles. Au rencard de l'histoire, les moulins de l'Aveyron, ils tiennent la place d'honneur au fabuleux musée des arts et métiers traditionnels du Rouergue à Salles-la-Source. Nos moulins du Rouergue fonctionnent non pas par l'abondance de l'eau, mais par les dénivellations et par les chutes. Il y a de quoi mettre des tas de moulins. Alors il y a une originalité à Salles-la-Source. Alors il y a eu des moulins à farine,
Il y a eu des moulins à huile, des moulins à foulon, des scieries, moulins à poudre au moment des guerres de religion. La poudre, c'était important. Bon. Et il y a eu toutes sortes de moulins, des tournales. Ces tournales, ce sont des moulins aiguisés. Donc, on a utilisé l'eau de toutes les façons. Et puis, il y a une particularité à Salles-la-Source, je ne sais pas si ça existe ailleurs, les moulins étaient à la suite, à la chaîne. On avait fait des dérivations, parce que bien entendu, on ne peut pas faire un moulin dans la cascade elle-même. Donc on dérivait l'eau dans le tuf s'y prête bien, il se creuse, et il y a des moulins à la suite de l'autre. Bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que quand on voulait travailler sur un moulin, eh bien, on était obligé de couper le courant en amont et de priver les moulins qui étaient en aval de l'eau qui leur arrivait. C'était le problème de Salles-la-Source. Ce qui fait que le moindre des travaux, c'était le chômage pour les autres. Alors, cela dit, des moulins, il y en a eu partout. J'allais dire, le pays s'y prêtait. Des ruisseaux partout, des ruisseaux avec des dénivellations. Il suffisait d'un barrage, même parfois très peu d'eau. À ce moment-là, quand il y avait très peu d'eau, heureusement, on avait une réserve d'eau et on appelait ces moulins des escoutes et plows. Écoute, s'il pleut. Mais les moulins n'ont pas tous jeté leur dernier feu au beau pays de Rouergue. Cette entreprise aux portes de Rodez, la société Sancy, s'est même donnée dans le secteur de la meunerie un renom national. Toute une autre histoire sur laquelle il faudra revenir. Feuilletons d'abord l'album des plus de 2000 moulins qui ont tourné en Rouergue à la grande époque. Le meilleur guide qui se puisse imaginer nous attend à 2 pas du château de Sévérac, presque aux sources de la rivière Aveyron, en son moulin, évidemment. C'est loin d'être tout repos parce qu'un moulin, c'est que des ennuis en fait. Il faut y être tout le temps, dès qu'il y a du vent. Là, récemment, il y a eu une tempête, il faut retourner dans le canal, enlever les branches. Parce que les branches freinent l'eau et font déposer la vase et ainsi de suite. Il faut être en permanence vigilant pour son moulin. Ben, quand je vois ce canal, toute la peine qu'il a fallu pour le faire, au XIVe siècle, tout à la main, à la pioche, à la pelle, à la brouette. Pas d'engin mécanique, que la force des bras, sur 440 mètres, jusque là-bas, jusqu'à la prise d'eau. Et tout ça pour alimenter le moulin, tout simplement en eau, pour faire tourner des roues et actionner des paires de meules. Et quand on imagine qu'un mètre cube d'eau qui tombe d'1 mètre de chute par seconde produit 1 kilowatt, ce qui est énorme en énergie, ça remplace pratiquement 150 hommes en 24 sur 24. C'est énorme, donc on imagine l'énergie que ça produit, en même temps le gain que la société en tire pour se libérer de cette astreinte de la production de farine qui est un besoin quotidien, puisque le pain à l'époque c'est l'alimentation de base. On ne se nourrit pas de viande, on mange beaucoup de légumineuses, mais surtout du pain, avec de la soupe, un peu d'huile quand on en a. Donc on est là au cœur de l'alimentation humaine en Occident. Et en fait, quand ça apparaît ici en Rouergue au IXe siècle, puisque les premières mentions de moulins dans la région de Saint-Léon ou de Conques sont du IXe siècle, ça modifie toute la perception de la société, des rapports de pouvoir et de l'économie. L'histoire de ce moulin est ancienne, puisque j'ai retrouvé aux archives un texte dans un compois ancien. Donc, le moulin d'ici, de Caïrac, s'appelait à l'époque moulin de Corman et appartenait à Étienne Corman, Estève Corman. Il avait 3 paires de meules, une basse-cour, le réservoir. Tout est bien décrit dans ce document du XVIe siècle. Et ensuite, évidemment, quand nous avons repris le moulin, il était dans un piteux état et quelques documents permettent d'en avoir une idée. Donc en 1982, j'ai fait une photo de l'état général, sans toiture, un bâtiment qui est aux abois, qui est en train de mourir. Tout ça avant qu'on le reprenne en main et qu'on lui redonne un peu sa physionomie actuelle, qui est un peu dérivée de l'ancienne, et pour rendre hommage à notre ancêtre qui était Jean-Baptiste Basile, le père de mon arrière-grand-père, avec 3 de ses enfants et 2 de ses petits-enfants. Il est en tenue endimanchée avec sa petite cravate. Ce qui marque bien le moulin, c'est la meule tournante qui est là, contre le mur. D'ailleurs, elle est toujours depuis 1906.
Comment restaurer un moulin sans démêler les problèmes juridiques, ceux des droits d'eau en particulier, qui l'entourent, sans comprendre un minimum d'hydraulique, sans s'intéresser à l'architecture, à l'ethnographie, à l'économie qui y sont liées? De fil en aiguille, la passion de Jean-Pierre Azéma pour le moulin familial s'est étendue à tous les moulins du monde. Étant inscrit dans le milieu associatif, j'ai été amené à voir des moulins dans toute la France et aussi de temps en temps en Europe. Voilà, donc ça fait une vision qui permet de dégager les lignes forces. Le moulin est quand même un élément extraordinaire de l'aventure économique européenne. Sans le moulin, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Au départ, les moulins servent à l'alimentation humaine, donc on reste avec des moulins à grains. Progressivement, on adjoint le moulin à huile, la scierie, et le génie humain, surtout européen, va faire que l'énergie hydraulique va être utilisée pour tout façonner, pour tout couper, pour tout réduire en poudre, tout ce qui est nécessaire à toutes les étapes de notre vie, dans tous les domaines, la teinture des tissus, que ce soit le broyage des émaux pour les vitraux, enfin, tout y passe. La métallurgie du cuivre, la métallurgie du fer, le plâtre, l'alimentation sous tous ces aspects, le chocolat, les épices, tout va être transformé dans les moulins et va donner à l'Europe cette forme spéciale qu'est ce continent, avec une modernité permanente qui est due au moulin, qui va s'adapter. On va modifier les roues, on va s'adapter aux contraintes de l'environnement, on va aller chercher l'énergie au fin fond des cascades, au sommet des collines pour les moulins à vent. On va capter cette énergie partout. Il y a une soif d'énergie en Europe pour justement modeler la société, organiser le territoire et donner plus de facilité à la vie. Dans la région de Najac, le Moulinet, en bordure d'une rivière caillouteuse joliment nommée la Sereine, le prototype même du moulin nourricier. Il écrase les grains, tout comme les noix pour en extraire l'huile, ou les pommes pour le cidre. L'une de ces roues actionne aussi une scierie. Ce vieux moulin est attesté dès le XVIe siècle. Son origine remonterait même au XIIe siècle. L'arrière-grand-père de Jean-Pierre Rigal l'avait acquis en 1880. Mon grand-père s'en servait donc, pour faire de la farine pour les clients, mais après dans les années 60, donc, mon père l'a continué pour s'en servir, donc, surtout pour les animaux, pour nourrir les animaux. Et donc moi je suis resté ici donc, à la ferme et je continue à m'en servir, si vous voulez, sans optique de conservation, mais comme outil de travail. Depuis les années 2000, donc, avec l'opportunité comment dirais-je, du tourisme, donc, j'ai commencé donc à le faire visiter. Quoi, hein. Et alors Jean-Pierre, nous sommes ici au Moulinet et c'est l'exemple parfait de moulin de subsistance. Comme beaucoup de moulins du Ségala, il a trois fonctions. Donc, tout d'abord, il va être moulin à grains, la farine étant indispensable à l'alimentation quotidienne. On adjoindra ensuite un moulin à huile de noix principalement. Parfois, dans certaines régions de l'Aveyron, ça peut être huile de faine ou huile de noisette. L'huile servant à l'alimentation, mais aussi à l'éclairage. L'huile noire de deuxième voire troisième pression servait à l'éclairage des maisons, le chalet.
Ensuite, la scierie va arriver au 19e siècle, à peu près comme dans tout l'Aveyron, mais surtout dans le Ségala. Et là, elle permettra la modernisation agricole, les charrettes peuvent être restaurées, les meubles, on fait des meubles, les charpentiers font appel aux scieurs. Et le meunier va ainsi être complémentaire en fonction des saisons. Il fera usage de l'un ou l'autre des outils qu'il aura au sein de son moulin. Avec tout ça, on peut vivre. On peut vivre sur la base quotidienne, mais il faut compléter par les vêtements qu'on ne produit pas évidemment dans des moulins. Donc les seuls besoins qu'on ait, c'est le chaudron en cuivre et le vêtement. Les souvenirs en enfance, bon, comme il est vrai que j'avais l'habitation est dessus, et souvent j'entendais ce moulin que mon père faisait tourner, et comme un enchantement qui vous faisait une chanson en répétition, comme un refrain qui chante dans votre tête, quoi. Parce que le moulin, il n'a pas toujours la même, comment dire, le même tic-tac. Alors à chaque fois qu'on l'ouvre, il a une consonance différente. C'est une question technique, c'est une question de vitesse de meule, c'est une question de farine qui s'écrase plus ou moins. C'est tout ça. Hein. Comme je pensais que les anciens aussi, ils avaient des refrains, bon, qu'on disait un patois. Le moulin, il disait Mets-nous des blattes, mets-nous des blattes, mets-nous des blattes, amène du blé, amène du blé, amène du blé. Ce qui est moins gai, effectivement, bon, c'est comment on se sert de l'eau, mais bon, ici on a des rivières qui sont des fois plus ou moins coléreuses, et donc on a aussi les inondations qui là, par contre, ne sont pas gaies du tout et qui sont vraiment une des angoisses du meunier, quoi. Hein. Et la sereine, elle est capricieuse? Ah, elle a été très capricieuse, oui, effectivement. Elle est même rentrée dans le moulin, bon, moi je ne l'ai pas vue, mais bon, elle est rentrée 3 ou 4 fois dans le moulin et ça a fait des dégâts énormes, même au niveau de la retenue d'eau, qui a été importée plusieurs fois. Donc, voilà, c'est vrai que le moulin, c'est comme tout, il y a des joies, il y a des soucis aussi, donc c'est toute une vie. Le moulinet, dès son nom, le lieu-dit annonce la couleur, celle de la farine. Ainsi, la toponymie rouergate signale-t-elle, pour qui sait l'interpréter, la présence de ces 2001 moulins qui jalonnent rivières et ruisseaux. Des moulins, il y en a eu partout, et nous avons la chance, grâce au cartulaire de Conques, à des documents relativement anciens, parce que l'Aveyron a la chance quand même d'avoir des archives très, très anciennes et nombreuses pour le Moyen-Âge, et nous avons des attestations de moulins partout. Et quand ce ne sont pas des attestations dans les actes, on retrouve dans la toponymie. Combien de fois il m'est arrivé, parce qu'on me demandait des recherches sur la toponymie de telle commune, je passais en revue tous les lieux-dits, et il y avait Loumouli, Loumoulénas, des choses comme ça. Je me dis, mais le Tournal, qu'est-ce qu'il y a encore, je cherche le nom, enfin bon, l'Oparaï, je dis l'Oparaï, c'est des noms qu'on ne donne pas sur des bords de rivière sans raison, c'est qu'il y avait eu d'anciens moulins. Alors quand vous faites l'addition de tout ça, vous vous rendez compte qu'il y avait une floraison moulin. Donc c'est l'originalité. Et alors cette dispersion a facilité, j'allais dire, un certain conservatisme. Ce que j'ai connu dans la montagne noire tarnaise, entre Tarn et Hérault et Aude, c'est-à-dire que les moulins étaient tellement isolés qu'ils étaient aussi des conservatoires de la langue. C'est-à-dire que vous trouviez pour les parties du moulin, la machine du moulin, vous aviez des mots différents suivant que vous alliez d'un moulin à un autre. Au début, je me suis dit, c'est la fantaisie la plus complète. Et puis, les archives me montraient que ces mots qu'on avait prononcés devant moi, eh bien, se retrouvaient dans des temps très anciens. Donc, ce n'était pas du tout de la fantaisie, c'était bien des héritages, seulement des héritages multiples. Les moulins qui nourrissent, qui donnent le pain et l'huile, aussi les moulins qui fournissent la matière première des vêtements. Ici, à Salles-Courbatier, l'eau de la Diège a longtemps permis de travailler la laine. Cette petite entreprise familiale relève à sa manière la tradition. On achète nos laines spécialement sur 3 départements différents.
Aveyron, puisqu'on est dans l'Aveyron, Lot, puisqu'on est à un quart d'heure du Lot, et le Cantal. La Laconne pour l'Aveyron, la Cossenarde pour le Lot, et la BMC, la Blanche du Massif Central, dans le Cantal. Donc en fait voilà, tout ce qui reste de l'ancien moulin qui date de 1675, reste que l'étang auquel on se sert pour le lavage de la laine. Moi j'étais dans l'automobile, donc je vendais de la peinture automobile, complètement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, et donc là, on a repris cette fabrique. Quand on est venu visiter cette fabrique, on est tombé amoureux des vieilles machines, en fait. Et travailler avec ces vieux outils, travailler non... Alors qu'on est dans l'ère numérique et l'ère informatique, tout ça ne m'intéressait pas. Moi, c'était travailler avec ces vieilles machines, quoi, voilà. Ces machines fonctionnaient à l'époque avec la force de l'eau, en hydraulique, jusqu'en 1947. Et c'est en 1947 qu'on a eu l'électricité. Youpi, les machines tournaient un peu plus vite qu'à l'époque. Mais j'aurais bien aimé avoir des machines qui travaillaient encore à l'eau. L'atelier vend directement, et beaucoup sur Internet, de la laine de pays sous toutes ses formes, en pelote et chevaux, matelas ou couettes, aux propriétés écologiques tout à fait dans l'air du temps. Eh bien, essentiellement, absorption d'humidité, ça veut dire qu'on ne va pas transpirer davantage dans un matelas de laine ou une couette en laine. Régulateur de température, très rapidement la température de notre corps va se mettre dans notre literie. Et il suffit de sortir le pied, voire la jambe, pour réguler la température à l'intérieur de notre literie, ce qui est assez intéressant par rapport à l'acrylique qui, elle, donne tout à fait autre chose. Voilà. Sainte-Afrique verra son activité textile amorcée dès le Moyen-Âge passer au XIXe siècle la vitesse industrielle. Mais ce n'est pas sur les bords d'une Sorgue aux crues redoutées que la cité choisira d'implanter les roues qui feront tourner ses machines. Donc derrière nous, la vallée du Monargue, qui est le faubourg nord de Sainte-Afrique, une vallée extraordinaire, puisqu'en 2 km de parcours, il y avait 18 moulins et 130 mètres de chute, donc un potentiel très très disponible pour l'industrie, et notamment l'industrie textile qui va fleurir dans cet espace tout au cours du 19e siècle et qui va mourir en 1956 avec l'incendie de la dernière filature du feu. Et qu'est-ce qu'on y fabrique ? On y fabriquait des draps principalement, du drap pour l'habillement, et au 19e siècle aussi du drap pour l'armée, on appelait ça le drap de troupe. Et à la fin, ça a été des couvertures, du feutre, et surtout ce feutre qui servait à faire les charentaises et d'autres feutres à papeterie, autres, voilà. Donc des matières qui étaient des matières moins nobles, on va dire. Millau, comme un défi aux impétueuses crues du Tarn, ce vieux moulin récemment restauré par la ville, résister, telle pourrait être sa devise. Le moulin de Millau, c'est le moulin d'une ville qui a du mal à avoir beaucoup de moulins. Tout près, il y a Creissel qui a fourni beaucoup de moulins, mais Millau, avec le Tarn, une rivière qui monte, qui a des crues violentes, a du mal à stabiliser ses moulins. Et au XVe siècle, le pont est emporté, et le moulin aussi, et on va établir un partenariat, on va construire le moulin contre le reste du pont. Ce qui fait que ce qui reste du pont va être protégé par le moulin et le moulin va être protégé par le pont. Et malheureusement, le choix qui a été fait n'était pas encore assez audacieux. On a fait un moulin trop près du bord du Tarn. Et en 1875, il y a une grosse crue du Tarn qui monte très haut, qui monte à 10 mètres de haut. Et à ce moment-là, le propriétaire réfléchit encore à trouver une solution pour être épargné par les crues du Tarn. Et dans les années 1880, 1883 exactement, il va remanier son bâtiment, il va le rehausser et il va lui donner la forme qu'il a actuellement. Et là, il va être
au maximum de ce qu'on peut faire parce qu'il fallait être au niveau du pont pour pouvoir être desservi par le pont. Et ce moulin va rester aujourd'hui encore en état. Et c'était le moulin par excellence de Millau? Non, il y en a juste un à côté qui est à 60 mètres derrière, qui était un moulin assez puissant, mais c'était les deux moulins qui étaient sur la même chaussée. Insuffisant évidemment pour subvenir à tous les besoins de la population. Donc ça explique les activités qui ont été transférées à Creyssel aussi. Donc ce moulin, il est vraiment un moulin extrêmement rare parce que c'est le seul en Europe qui soit un peu tiré du col. On va dire qu'au fur et à mesure des siècles, avec les contraintes hydrauliques, le moulin essaie de se sauver pour pouvoir continuer à fonctionner. Il est monté au maximum de ce qu'il peut faire. Quand son travail de la peau et du gant va s'industrialiser au XIXe siècle, Millau aura besoin d'une importante source d'énergie. C'est dans sa toute proche banlieue, sur le site du village de Creyssel, qu'elle va la trouver. Au flanc du Larzac jaillissent à grands flots les ruisseaux de Cabrières et Saint-Martin qui dévalent jusqu'au village. Les antiques moulins à grains qu'ils font tourner vont désormais se reconvertir en moulins pour le traitement des peaux. Ah, ces vieilles roues, ces vieilles poulies, avec cette roue en fer, là, qui tourne encore, hein, qui tourne encore avec ses nombreux objets. Regardez, elle tourne encore, il n'y a pas si longtemps qu'elle tournait d'ailleurs. Hein. Il y a 20 ans, l'eau tombait dessus et elle continuait de tourner, elle produisait son énergie. Et elle communiquait l'énergie aux machines qui étaient en dessus, à l'étage supérieur. Nous sommes ici dans le cœur du système hydraulique de cette maison. Donc là, ici, cette activité industrielle liée à la tannerie, aux cuirs et peaux, menée par ces trois industriels millavois qui sont venus chercher la force hydraulique, car à cette époque, à Millau, on n'avait pas de chute, il n'y avait pas de dénivelé au niveau de la topographie. Donc, au moment de l'essor de cette industrie, cuir et peau est important à Millau, ces industriels vont chercher la force hydraulique sur Creyssel. Et là, c'est la fin des moulins à grains, c'est la fin des moulins à huile, et à ces anciens systèmes se substituent ces nouveaux systèmes, moulins à écorce et moulins à chamoisée. Ça va durer dans cette maison un petit siècle. Donc tu vois, la source de l'Omède est à 500 mètres. Donc ça, c'est le Larzac. Voilà, le Larzac, on a le Larzac, ici, voilà. on a les grandes falaises du Larzac. Et ça, c'est l'exurgence, donc c'est la sortie du ruisseau. C'est l'exurgence de l'Omède. Alors l'Omède, et on arrive ici... C'est le nom de la source. La maison connaîtra une seconde reconversion au début du XXe siècle lorsque Auguste Guéraud, le grand-père d'Alain, charpentier de son état, mettra la roue hydraulique au service de ses machines à bois, tout en continuant de traiter des peaux au foulon. Et mon père se souvient très bien, quand il était jeune, il était né en 1913, du bruit que faisaient ces foulons lorsqu'ils fonctionnaient. Et ils fonctionnaient même la nuit, ça faisait poum, 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 poum. C'est un mouvement alternatif qui ébranlait la maison, qui créait beaucoup de résonance, mais les gens y étaient habitués, c'est ainsi. Lorsqu'arrivaient les périodes de sécheresse, bon, bien entendu l'été,
ou à la fin de l'été, les ouvriers, l'activité diminuait considérablement. Et les gens allaient gratter les prises d'eau au ruisseau pour essayer d'exploiter le moindre filet d'eau, de manière à ce que ça puisse continuer toujours un petit peu à travailler, même si... Cerise sur le gâteau, pour Jean-Pierre, dont la curiosité sur les moulins ne se tarira jamais, ces gabarits de foulons. Ils furent fabriqués par Auguste, le grand-père charpentier d'Alain, qui travaillait beaucoup pour les possiers mi-avoirs. Mais Crécelle réserve bien d'autres sujets d'étude à notre insatiable explorateur des moulins. Très ancien. Voilà, donc je vous laisse faire vos mesures. Il y a des déflecteurs. À partir de l'arrivée d'eau, il y a 2 déflecteurs pour éviter que l'eau ne parte en éventail et qu'on perde de l'énergie. Retour vers les falaises du Larzac qui dominent Crécelle, il subsiste les vestiges rares et précieux d'un tournal, un moulin à aiguiser. Le tournal, c'est le moulin qui est indispensable pour l'activité millavoise, pour les tanneurs, pour les gantiers et aussi pour toute l'activité coutelière. On ne peut pas imaginer travailler dans les tanneries ni dans les chamoiseries sans à un moment donné avoir des dépouilles à tailler. Et aussi l'été, quand la moisson arrive ou que la fenaison arrive, il fallait aiguiser les boulanes, les faucilles, les faux pour couper les tiges de céréales ou le foin. Ça appartenait à la collectivité. Le tournal de Crécelle était un bien collectif, ce qu'on appelle un bien indivis. Et l'ensemble des Crécellois venaient aiguiser leurs outils. Et après, au fin 19e, ça appartenait à un privé qui, lui, était mécanicien, à Millau, qui vendait des machines à coudre et qui aussi faisait de la taillanderie. Mais laissons un instant la chanson de l'eau pour écouter les moulins jouer une toute autre musique, celle du vent. Et bonjour Jean-Pierre. T'as avancé, dis-moi, hein? Eh bien oui, un petit peu quand même, il faut bien que ça avance. C'est du beau boulot, hein? Ça te plaît? Ah ouais, magnifique. Bon, mais le grand rouet touche à sa fin, tu vois, là, je finis d'ajuster les aluchons. Ouais. Mais encore, tout n'est pas fini, après, il va falloir le mettre en place, tout ça. C'est du beau travail, Bernard, hein? Super, hein? Et voilà. Bon, maintenant, c'est l'étape du mécanisme, donc c'est bon signe, hein? J'ai vraiment hâte de le voir marcher, hein? Le charpentier hors pair qu'est Bernard Badarou a une bonne habitude de la belle ouvrage sous ses formes les plus inattendues, mais jamais il n'aurait osé rêver d'une commande comme celle à laquelle il se trouve attelé dans son atelier de Lapanos de Sévérac. Il s'est vu chargé de construire le mécanisme du moulin à vent en cours de restauration à la Couvertoirade, de A à Z, des ailes à l'archure des meules. Ah ben c'était en quelque part un challenge, quoi. Je n'avais jamais fait ça, j'en avais observé, vu, mais fait par des anciens, des mécanismes qui datent de plusieurs siècles en arrière. Et on va dire que j'ai voulu mettre le doigt dans l'engrenage, c'est peut-être le mot à employer. Et une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, ça m'a pris le bras entier. On tâtonne, quand c'est le premier en plus, on ne sait pas toujours exactement si on fait comme on doit faire. Alors on se documente dans des livres, on demande des fois aux collègues, à Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il en pense. Et puis bon, on arrive à surmonter un petit peu les difficultés qu'on trouve sur le chemin. Rien ne manquera au futur moulin qui sera livré aux 4 vents de la Couvertoirade. Pas même la clochette pour alerter le meunier que la trémie à grain est vide. L'autre chabalette, le petit cheval de rigueur, aura une vraie crinière. La question est là, est-ce que ça va vraiment bien marcher? Si il ne tourne pas dans le bon sens, peut-être on mettra de la farine et il nous sortira du blé. Si je l'ai fait à l'envers de ce qui doit être, je ne sais pas. J'attends de savoir. Il faudra patienter quelques mois pour ça.
Ici nous sommes au Porgue, un ancien moulin à papier. Moi j'ai toujours eu mon cœur ici, vu que je suis né là. Tout le haut qui est crépi là était fait avec des volets bois qu'on ouvrait et qu'on fermait pour faire sécher le papier, pour faire sécher le papier. Et à l'intérieur, c'était des pannes qui étaient percées, des morceaux de bois percés, et là où on pouvait accrocher le papier. Ce que je crois savoir. Le moulin à papier du Porgue fonctionnait avec une roue verticale, un axe fait d'un gros tronc d'arbre avec des grosses cames et qui soulève des maillets qui vont transformer le vieux linge en pâte papier, en suspension de fibres végétales avec de l'eau. Alors ce papier dans nos régions était souvent, au 17e, 18e, était souvent fait pour la production locale mais aussi pour l'exportation. Et à ce moment-là, on avait un filigrane qui était marqué aux armes d'Amsterdam, donc qui partait en Hollande. Donc on avait de l'exportation de papier. En pays de Hollande, on imprimait beaucoup. Les moulins du Rouergue, à l'heure européenne, bien avant même que l'Union européenne dise son nom, à 2 pas de l'ancien moulin à papier du Porgue, un autre bel exemple de large ouverture avec les martinets de la Ramonde sur le ruisseau du Lézert. Le martinet de la Ramonde est le seul témoignage français du martinet traditionnel qui travaille le cuivre, une forge à cuivre, et un de 2 ou 3 rares exemplaires qui existent en Europe. Il y en a un du côté de Ségovie en Espagne, un autre dans les monts métallifères en Allemagne. Et donc cette industrie du cuivre est très peu représentée dans le patrimoine des moulins. Ici, elle avait quand même une forte expression, puisque sur le Lézert, il y avait jusqu'à 13 martinets à la fin du 19e siècle. Au milieu du XVIe siècle, au début du XVIIe, le Rouergue et les Cévennes fournissaient pratiquement tous les chaudrons du royaume de France. Et du côté de Paris, on s'en était un peu irrité et on avait essayé d'installer un martinet à cuivre à Étampes, tout près de Paris, aux portes de la Beauce, mais ça n'a pas marché. Les vraies traditions étaient là, dans le sud de la France, notamment à la Bastide-l'Évêque, dans l'Aveyron, et dans le sud d'Aveyron, dans la région de la vallée de la Dourbie, et dans la vallée de la Sorgue. Ici la forge, ici la fonderie. On vient d'activer le feu, je mets la pièce à chauffer. Et en quelques minutes, nous allons avoir une pièce qui sera à 750 degrés à peu près. Dès que la couleur va changer, et après j'irai la travailler sous le marteau. Donc maintenant, on va vous faire une démonstration de frappe du cuivre. Et donc je vais demander à Jean-Pierre, qui se trouve juste à côté, là, qui s'y connaît un peu, de me mettre en route l'arbre à cames et de mettre en route par la même occasion le marteau. Voilà. Vas-y, vas-y Jean-Pierre, pas trop fort non plus, voilà, tu vas voir. Allez, c'est parti.
ce marteau a une histoire, effectivement. Et ce marteau, c'était le marteau du martinet de la Ramonde qui s'est retrouvé à Durfort dans les années début 1900, 1920 par là. Et à partir de là, eh bien, ce marteau a servi à Durfort pour travailler le cuivre, la même façon qu'il avait travaillé ici. Et à Durfort, dans les années 2000, eh bien, ce marteau est revenu au martinet, puisque à Durfort, quand ils ont su qu'on voulait remonter un martinet, mettre en place un martinet et faire fonctionner un martinet, eh bien, ils nous ont ramené ce marteau en guise d'encouragement. D'encouragement, bien sûr, et pour faire vivre un peu cette histoire du cuivre. La particularité qu'il y avait entre l'apprenti et le martineur, c'est qu'on ne se parle pas, parce qu'avec le bruit, on ne s'entend pas, d'accord ? Ils se communiquaient que par gestes, et ils entendaient le bruit du marteau. Donc dès que l'apprenti entendait que le bruit du marteau ne résonnait pas de la même manière, il comprenait que la pièce était terminée. Un moment qui va rester dans la mémoire de notre semaine dans l'Aveyron, puisque nous passons une semaine dans l'Aveyron. Et donc nous avons beaucoup vu la campagne, et c'est intéressant de voir les aspects un peu industriels, enfin le début de l'industrialisation ici. La quinzaine de martinets qui rythmaient de leur coup la vallée du Lézert s'était tue depuis plus d'un siècle, lorsqu'en 1992, un artisan du pays, Bernard Marre, s'est mis en tête de ressusciter celui de la Ramonde, mobilisant dans ce but les retraités de la contrée. Un travail de titan entièrement mené à bien par des bénévoles. En 1994, ils se sont tous mis en place et ils se sont tous alliés les uns avec les autres, les retraités, pas retraités, les femmes d'un côté pour préparer les repas, les hommes pour venir travailler. Et après 6 ans de travail, 5000 journées de travail exactement comptabilisées, eh bien on est arrivé à reconstituer exactement la réplique exacte du martinet de la Ramonde qui existait au XIIIe siècle dans cette vallée du Lézert à la Bastide de l'évêque. Ils ont un peu tout fait, les 2001 moulins du Rouergue. À défaut d'essuyer les plâtres, ils les ont écrasés. La région de Camarès offre des bancs de gypse formés à la charnière du grès et du calcaire. Dès le XVIIe siècle, ils furent exploités en carrière ou en galerie pour le bâtiment, puis comme amendement pour l'agriculture. Ce gypse était déshydraté dans des fours avant d'être réduit en poudre par des moulins à plâtre à traction animale. Le château de Montaigu abrite des vestiges de ces moulins auxquels il consacre une large exposition. On est loin des cours d'eau et 80% des moulins à plâtre du bassin de Saint-Afrique, Gissac, étaient des moulins à traction animale parce qu'on était tout près des galeries, tout près des fours et on n'allait pas faire des charrois inutiles vers la vallée. Et une fois que le plâtre était obtenu de ce gypse cuit, on allait le tamiser comme la farine et on allait pouvoir le transporter et l'employer. À 2 pas du château de Montaigu, par un sentier facile, on accède à l'ancien moulin à plâtre de la Jasse. C'est une activité qui est saisonnière, on la fait principalement l'été parce qu'on a une période sèche. On ne va pas broyer le plâtre l'hiver quand la poudre de plâtre va capter l'humidité de l'air, évidemment. Donc c'est une activité estivale qui va permettre l'expansion économique à la fois au XVIIe, XVIIIe siècle d'une industrie du plâtre du bâtiment, mais au XIXe surtout l'expansion de l'agriculture, la modernité agricole, l'amendement des prairies par la culture de la luzerne, l'amélioration de la ration alimentaire des brebis qui vont être mieux nourries, qui vont devenir plus grosses, qui vont faire plus de lait. Et Roquefort va pouvoir ainsi profiter de cette richesse. Une floraison de moulins au long des ruisseaux et rivières du Rouergue, quasiment un, parfois même plusieurs, à portée de chaque village, pour répondre à la nécessité vitale du pain quotidien. Un tel maillage n'a pu que favoriser, dès le haut Moyen-Âge, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'aménagement du territoire. En Carladès, près de Bromas, le moulin de Buret, sur la rive du Cynic. Le moulin de Buret a la chance d'avoir conservé l'ancien moulin, le vieux moulin de base, qui était un moulin à meule, et de voir apparaître en 1910 une minoterie qui a été juxtaposée contre le moulin. C'est-à-dire qu'on n'a pas sacrifié le vieux bâtiment pour refaire un bâtiment dessus, on a justement maintenu les 2 générations de bâtiments et ça c'est extraordinaire. Farine, huile de noix ou de faine, cidre, scierie,
le moulin de Buret a durant plusieurs siècles répondu aux besoins de base de la population locale. C'est en 1910 que le moulin a connu une véritable petite révolution. Il est passé du temps de la meunerie à celui de la minoterie qui a été aménagé en hauteur, à côté du bâtiment traditionnel, pour une utilisation de la gravité. En 1956, les traditionnels meules ont été remplacés par des cylindres mus par un moteur électrique. Pour la lumière, le meunier aura recours à une dynamo qu'actionnera l'un des roudets. À partir de 1850, c'est la famille Rocagel qui a pris en main les destinées du moulin de Buret. Voilà, tout à fait. Je suis dans la farine. J'ai vécu, étant jeune, j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années quand j'ai vu le moulin fonctionner vers la fin. Et j'ai vu mon père, quand il faisait les derniers temps, quand il faisait la farine de sarrasin, avec cette meule. Et là, j'ai vu celle-là tourner la minoterie, les cylindres, jusqu'en 1974. À l'époque, il y avait les animations. Il y avait du monde qui passait. C'était convivial. C'était familial. Les gens, quand ils venaient, c'était convivial. C'était ça. C'est sûr que c'est notre époque. Mon père a livré les boulangers de Mur-de-Barès. Les 2 boulangeries de Mur-de-Barès. C'était un boulot très pénible parce que les sacs ils faisaient 5 kilos à l'époque. Il fallait les bouger. Je voyais quand même mon père qui trimait quand même pas mal. Un bail amphithéotique signé entre la famille Rocagel et la commune permet aujourd'hui à l'association Au fil de l'eau Moulin de Buret de faire de ce site enchanteur la halte maîtresse d'un sentier de l'imaginaire. 200 000 € ont été investis pour restaurer le vieux moulin et y permettre l'accueil des visiteurs. Ces 200 000 € très bien investis parce que depuis 10 ans maintenant, nous avons fêté les 10 ans cette année, on peut estimer qu'environ 80 000 personnes sont venues et 80 000 personnes sont venues dans le canton de Mur-de-Barès, ont utilisé évidemment les hôtels, les restaurants et les commerces, ce qui fait que, et on fait connaître le Carladès autrement que par seulement un moulin, ou seulement un musée, ou seulement un château. Ici, je crois qu'on a bien rempli notre mission. Et on continuera d'ailleurs. Il faut garder mémoire de ce savoir, de ces techniques et essayer à partir de ça aussi d'élaborer une histoire. Et je me souviens très bien de visiteurs, alors je vous cite un exemple, il y avait un spécialiste de l'histoire des techniques, celui qui était d'ailleurs le rédacteur en chef du volume de la Pléiade sur l'histoire des techniques, que je vais voir, je lui dis, je connaissais bien Bertrand Gilles, alors je lui dis, monsieur, j'ai lu ce que vous dites sur les roudettes, c'est-à-dire les moulins à roues horizontales, vous dites, c'est une création des ingénieurs de la Renaissance. Je vous apporte la preuve à partir d'exemples de l'Albigeois et du Rouergue que les moulins à roues horizontales existaient déjà au XIVe siècle, donc avant les ingénieurs italiens de la Renaissance. Et en Aveyron. Et en Aveyron. Pendant longtemps, on a pensé que les roues horizontales étaient des roues de pays sous-développés. Notamment, c'était une version anglo-saxonne disant qu'ils ne connaissaient pas le summum qui était la roue verticale. Eh bien, ils se sont trompés parce que dans notre histoire, au moins en Rouergue, on voit juxtaposé dans les mêmes bâtiments, et ça c'est caractéristique pour Rodez, on voit un moulin foulon avec un moulin à grains. Ça veut dire qu'on connaissait exactement les caractéristiques des deux et on savait les employer pour la meilleure utilisation de fabrication. La roue verticale est beaucoup plus compliquée parce qu'elle est plus liée à la charpente, à l'art de la charpente. Il faut faire des moisages, il faut faire des tenonnages, il faut faire des mortaises, donc une maîtrise de l'art de la charpenterie. La roue horizontale, c'est plutôt issu de l'art du charron, c'est-à-dire que ce sont des petites cuillères en bois qu'on peut changer soi-même, refaire dans un bloc de bois, on n'a pas besoin d'un spécialiste. Emprunté à un moulin, ce socle qui supporte la splendide croix de Saint-Ostromoine.
Dans l'église de Combrouz, une ancienne meule a été élevée au rang de magnifique tabernacle. Ici et là, ornant une cour, une pelouse, des vestiges de moulins dont les intempéries, le gel, finiront par avoir raison. Ce moulin donc a été érigé au XVIIe siècle au sommet du mont Redon, petit mont qui domine donc la cité de la Couvertoirade. Et c'est vrai qu'ils ont eu une bonne idée à cette époque, parce qu'un moulin, il faut qu'il soit érigé à un endroit venté, et au sommet d'une colline, forcément, il y a du vent. Voilà. Et donc érigé au XVIIe siècle, tombé en ruine ensuite, avec les années, et puis nous avons pris la décision, l'association de la Couvertoirade, donc de remonter ce moulin tel qu'il était, je pense, à l'origine, et de façon à ce que effectivement le touriste puisse trouver à la Couvertoirade les remparts, toute l'histoire de la Couvertoirade, mais aussi, pourquoi pas, le moulin qui à l'origine dominait la cité. Les collectivités locales, des particuliers via la Fondation de France, ont mis la main à la poche pour financer cette restauration dont le cœur et les poumons ont été confiés à la dextérité autant qu'à la passion de Bernard Badarou. Vous me donnez une main à le monter. Allez. Oh, c'est pas que c'est lourd, mais enfin c'est quand même... Ah ben à deux, c'est toujours mieux. Voilà. Voilà, ça doit venir prendre place. Voilà, ça y est là, tout place. Je m'insère là pour le ça, c'est le rouet. C'est le grand rouet, voilà. Donc il y a le 7 qu'on pourra mettre en place. Ici, comme ça. Voilà, je pense que... Pour travailler là sous la charpente, il y a déjà 3 étages à monter. Le dernier étage, c'est par l'échelle, monter ces pièces qui sont quand même un petit peu lourdes, hein, c'est du chêne. En tout, là, il y a 700 kg de bois à assembler autour du grand arbre, de l'arbre moteur. Donc à la fin de la journée, il tarde de rentrer à la maison quand même. Pour moi, c'est pas du travail, c'est, on va dire, je devrais pas le dire, mais c'est du plaisir. Voilà, c'est des vacances presque. Il y en a qui payent pour aller faire du sport en montagne, faire des activités et autres. Et bien moi, mon plaisir, c'est d'assembler toutes ces pièces de bois. Ma fierté. Quand plus tard, je reviendrai, que je serai un peu plus âgé, je pourrais dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai mis en place ». Il y a eu 5 générations qui ont participé à l'activité ici, dans ces lieux. Donc mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, moi-même et mon fils. Ça a commencé en 1888 et ça s'est terminé en 2001. La conjoncture n'était pas favorable. Après analyse et examen de la situation avec mes enfants, on a jugé qu'il était bon d'abandonner la partie. Les centres de consommation ne sont pas sur le département de l'Aveyron. Le contexte, pour nous, ce qui compte le plus dans notre profession, c'est le nombre de bouches. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on est dans un département qui, à ce moment-là, de 1980 à 2000, a perdu sa population. Et en plus de ça, la consommation du pain a fortement baissé. De 250 grammes, on était dans les années 50, 60, on est passé à grosso modo 110-120 grammes par personne. Alors ça fait pratiquement la moitié de la consommation de pain par habitant.
la profession meunière dans le temps, c'est-à-dire dans les années 50, avait autour de 130 à 140 professionnels. Je parle que du département de l'Aveyron. Et dans les années 80, ce chiffre était descendu à 40. Et en l'an 2000, il n'en restait qu'une douzaine. Alors vous voyez un petit peu la dégringolade de cette profession. Dans les années 50 ou 70, ce sont les années qui ont été peut-être sur le plan régional et local, qui ont été peut-être les plus conviviales. Parce qu'à ce moment-là, tous les meuniers arrivaient à bien tirer leur épingle du jeu. Il n'y avait pas trop de gros soucis. Mais à partir des années 70, les nouveaux problèmes sont arrivés, autrement dit, nouvelles techniques de fabrication avec augmentation des possibilités d'écrasement. Et il y a eu les grands moulins extérieurs à notre département qui ont cherché à pénétrer chez nous et qui venaient souvent pour faire un peu de dumping. Les techniques de fabrication ont évolué. On arrive à augmenter d'une façon énorme les rendements. Les moulins ont tous fait des modifications pour arriver à écraser davantage de blé dans les 24 heures. Donc les grosses unités ont des rendements fabuleux. Et ils ont besoin de moins de présence de salariés au cœur du poste de fabrication. Et on en arrive maintenant à même l'implantation d'usines presse-boutons où il n'y a plus d'intervenants à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux dans votre métier, M. Kassaga? D'avoir réussi à faire quelques amis, c'est-à-dire avoir des clients qui étaient toujours heureux de me revoir dans leur fournil lorsque j'allais les visiter pour leur proposer ma farine. Et je les voyais enthousiastes de me rencontrer et pour moi c'était la plus grande satisfaction. En aval d'Espalion, le pied de nez du moulin de Coudostrine, après 5 siècles, il continue pour moudre son grain à solliciter l'énergie motrice des eaux du Lot. Une meunière courageuse à la barre de ce moulin qui résiste, Elisabeth Burger. En 1996, au décès de son époux, elle a relevé le défi pour garder dans le giron familial cette entreprise où se sont succédées 5 générations de Burger. Je travaille des blés de la région depuis plus de 20 ans. Il y a de très bons blés en France, dans plein de régions. Et chaque région amène justement quelque chose à sa région, à sa propre région. Nous, c'est l'Aveyron. L'Aveyron, on prend un peu du Causse, on prend un peu de la vallée, on prend un peu le côté de Palmas. Et avec tous ces mélanges de blé, on arrive à faire une farine qui est extra. Vous la sentez, c'est pas une farine qui est fade. Elle dégage une odeur. Alors vous la décrire, c'est pas évident. Mais ça sent bon. Vous rentrez dans le moulin, vous sentez cette odeur. C'est les blés qu'on triture. On ne les matraque pas. On est une petite minoterie. On ne chauffe pas les farines. On ne les chauffe pas. On va à un rythme qui est doux. Et ces blés, justement, vous le sentez. Enfin, moi, je le sens. Et il y a des gens qui me disent, elle n'a pas le même goût. Les crêpes, elles sont meilleures. Mais comment l'expliquer? Je ne sais pas. Les blés aveyronnais, je m'en sers pour faire une farine qui s'appelle la farine de Camille. C'est le prénom de ma fille et c'est une 100% pure terroir. Voilà. C'était parce que ici c'est le moulin de Camille et je voulais lui faire honneur. Donc pour moi c'est une farine, je l'ai là. C'est pour ça qu'elle s'appelle Camille. Boulangers, pâtissiers tant de l'Aveyron que des départements limitrophes constituent la clientèle du moulin de Coudostrine. Beaucoup de particuliers viennent aussi s'approvisionner aux magasins ouverts sur place. Le projet, c'est une meule qui me permettra de faire donc plus de farines différentes, de travailler donc des farines de blé à la meule avec des types différents,
des seigles qu'en général j'arrive à trouver sur le côté de Saint-Amand. Attaquer aussi d'écraser du petit épeautre, du grand épeautre, et essayer de trouver le plus possible en local ou en limitrophe. Est-ce que vous iriez jusqu'au bio? Je m'en pose énormément la question. Je pense que je vais y arriver. Ça mettra peut-être le temps parce que je veux être sûre de ce que je fais et des personnes avec qui je travaille, mais je risque d'y arriver. La farine de meule est préférable à celle de cylindre parce que le grain est mieux traité. Il va passer du cœur à la périphérie de la meule en faisant une spirale et en étant déroulé comme un tapis. Ça préserve tout ce qui est à l'intérieur, donc le germe, les acides protéiques et l'hétérogénéité de la farine qui va pouvoir mieux prendre l'eau, être plus goûteuse et qui va faire des meilleurs produits. On a une roue pour le moulin qui, elle, entraîne le moulin en direct, accouplé avec un moteur. Et après, nous avons des turbines pour produire l'électricité que l'on peut autoconsommer ou revendre à Enercop. Il me faut la force de l'eau. Et je veux continuer à garder cette force de l'eau. Parce que j'ai l'impression que si un jour on me demandait de ne plus tourner à l'eau, j'enlèverais une partie de l'âme de mon moulin. Et ça m'embête énormément. Saint-André-de-Vésine. En plein Cosse-Noir, le village et la paroisse ne peuvent disposer du moindre cours d'eau. C'est au fond des gorges de la Dourbie, 500 mètres plus bas, qu'ils vont chercher la solution. Non pas directement tout d'abord sur la capricieuse rivière, mais au pied de la falaise où jaillit une exurgence qui va faire tourner la roue de ce charmant petit moulin. Cette paroisse, autrefois, est venue chercher le moulin, ce qui fait que quand on regarde la carte topographique, on voit vraiment que la limite de la commune vient chercher en pointe, comme ça, le moulin au bord de la Dourbie. Ce moulin est existant au moins depuis le XIVe siècle. Les premières traces qu'on a dans les documents historiques sont du XIVe. Il bloque une source, et en cela, on peut imaginer que ce moulin avait de l'eau en abondance. Or, un événement survient au début du XVIIe siècle, et là, il y a pénurie d'eau pendant au moins 3 ans. Et le seigneur, qui est le seigneur de Montméjean, tout à côté, ici, va autoriser le meunier à faire un nouveau moulin, cette fois-ci sur la Dourbie, pour lui permettre d'avoir une eau beaucoup plus abondante et régulière. Ce moulin de Corp est un des moulins mythiques du Rouergue. Et de la vallée des Dourbie, bien sûr. On est au pied du Cosse-Noir et grâce à un pont magnifique qui enjambe la Dourbie d'une seule arche, on accède au Clos de Larzac. Et l'arche signale que la rivière est très violente, donc on n'a pas mis de pile intermédiaire, autrement le pont serait régulièrement détruit. Et ça avantageait le meunier. La famille des André, qui a été meunier depuis le XVIIe siècle, est restée jusqu'au début du XXe siècle ici, donc c'est une longévité incroyable pour une famille. Comme 1920. Jusqu'en 1920-23 par là. C'est un souvenir d'enfance aussi. J'y suis venue, moi j'avais 11 ans. Et j'y ai vécu à moitié à Paris, à moitié ici tout le temps. La Dourbie se met en colère des fois? Voilà. Elle se met très en colère. Elle nous a joué des drôles de tours. On a eu une inondation en 1963 qui avait emporté le mur qui est sur la Dourbie. Il est tombé dans la Dourbie. Et ici, là, cette maison, il y avait un arbre qui était rentré dans la cuisine. Donc c'est pas de tout repos le moulin? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, parce que ce sont les crues cévenoles, vous savez, c'est terrible. Terrible. Et malgré tout, vous êtes bien ici? Mais oui, bien sûr qu'on est bien. Mais... Vous y pensez à nos anciens meuniers des fois? Ah oui, souvent, souvent. Dans les entrailles de la résidence romantique qui est aujourd'hui devenue le moulin de Corp, se cache la mécanique d'une modeste usine électrique. Il est parti d'Italie au début des années 30, comme beaucoup des Italiens de l'époque, à cause du chômage. Donc il n'y avait pas aucune perspective d'avenir chez lui, dans son village. Et puis, pour l'anecdote, mais c'était quand même important, et moi ça m'a beaucoup marqué en tout cas, parce qu'il avait eu quelques difficultés avec les jeunesses fascistes.
À l'époque, une fois par semaine, il fallait endosser la chemise brune et aller apprendre à marcher au pas et à manifester. Or ça, c'était pas du tout dans son esprit, dans ses habitudes. Et comme il n'y allait pas, il manquait assez régulièrement les exercices, ils lui ont fait boire 1 litre d'huile de ricin. Alors ça a été vraiment le facteur déclenchant, si j'ose dire d'ailleurs, parce que ça a déclenché beaucoup de choses, et surtout son départ d'Italie. L'ouvrier monteur à minoterie qu'il est se retrouve sur un chantier à Rodez. Un jour de pluie, le voilà qui s'abrite sous le porche de la filature du Heim. Suzanne, une jeune fille de la maison, vient à sortir comme par hasard. C'est le coup de foudre qui provoque les foudres du père de la Joancelle. Mais Ampelio, comme Suzanne, a de la suite dans les idées. Il se sont épousés et à partir de là, évidemment, il ne pouvait plus être complètement itinérant comme il l'était. Et il a eu l'idée, le projet de s'installer dans le département de l'Aveyron, qui, comme vous le savez, avait de nombreux moulins. Mais c'était l'époque où la mènerie commençait à changer, on abandonnait les meules, on montait des moulins à cylindres, les planchichtères, enfin tout ce qu'on trouve encore maintenant dans la mènerie. Il était à même d'assurer tout l'entretien d'une minoterie et d'effectuer même le montage total de la minoterie. Tellement bien que, au moment de la déclaration de guerre, en 39-40, il était destiné à être mobilisé et partir dans une région de l'Est. Alors à ce moment-là, mon père était président du syndicat des meuniers et il a fait une intervention auprès du préfet de l'Aveyron, en même temps qu'il lui a adressé un courrier pour lui dire que si on prenait M. Sancy, les Aveyronnais allaient mourir de faim. Et le préfet s'est laissé attendrir et M. Sancy n'a pas été mobilisé. Il est resté donc dans son entreprise pour assurer l'entretien et le développement des moulins. Alors voilà, la caisse à outils du monteur en minoterie qui était mon père, Ampelio Sancy. Tous les monteurs en minoterie à l'époque avaient une caisse à outils un peu semblable à celle-là. Je suppose là que le modèle était italien plutôt, car il l'avait amené d'Italie quand il est arrivé. Donc c'était une boîte très complète dans laquelle on trouvait la totalité des outils. De cette boîte à outils magique, Ampelio fera surgir une entreprise prospère dont Suzanne, sa veuve, tiendra la barre après lui, avant qu'en 1986, des salariés la reprennent à leur tour. Aujourd'hui, la société Sancy réalise clé en main des installations complètes de moulins et minoteries sur l'ensemble de la France. On a fait de belles réalisations, on a fait des réalisations compliquées, des moulins entiers. Des moulins entiers, c'est très passionnant, mais c'est compliqué, ça nécessite beaucoup de technicité, beaucoup de savoir-faire. On a des équipes de monteurs qui sont très qualifiées, que j'ai formées au fur et à mesure, où on demande quand même un degré d'exigence assez élevé. Ensuite, j'étais moi au moulin à Lozère, là-haut. Donc on arrête la semaine prochaine le moulin pour mettre en place la première partie, préparation pour le moulin 2. Aujourd'hui, c'est davantage les structures, disons, moyennes. Les grosses souffrent également énormément parce qu'ils ont de très grosses unités et n'arrivent pas à les faire tourner en permanence comme elles voudraient faire. Mais par contre, les structures moyennes et encore indépendantes ont, je pense, un grand avenir au niveau moulin. C'est avec eux que vous travaillez le plus? Oui, on travaille avec des petits, avec des moyens, avec des gros. On va là où avec tout le monde, on n'a pas d'a priori, mais c'est vrai que les petites structures, c'est beaucoup davantage de l'entretien et de la remise en état que des investissements neufs. Bon, Meunier Tudor, c'est pas votre hymne? Non, pas du tout. Pas du tout. L'encadrement qui va prendre la relève est déjà là. Dans le moulin de Ruppelrath se tient, assise sur son sac, une chatte couleur d'ébène. Il est bien certain qu'elle dort. Ses yeux ne sont que de fil d'or, et ses griffes sont dans leur gaine. Pourtant,
ne vous y fiez pas et trottinez un peu plus bas, rat qui courait par les trémies, si vous ne voulez tout à coup sentir entrer dans votre cou toutes ces griffes endormies. Gardez-vous de donner l'assaut au grain qui dort dans le boisseau, car si la noire se réveille, demain, en sacrant, le meunier trouvera rouge au farinier sa farine blanche la veille. À l'origine, ce moulin, c'était le moulin de Durenc. Et le poète François Fabier l'a appelé le moulin de Roupeirac pour le besoin d'une rime dans la Châtenoire. François Fabier est né ici le 3 novembre 1846. Et en fait, il n'a vécu dans cette maison qu'une dizaine d'années, puisque bon élève à l'école primaire, il part à la veille de ses 11 ans étudier au collège à Rodez. Il sera pensionnaire pendant de nombreuses années sur Rodez, le collège, ensuite l'école normale, et ensuite remarqué par le ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là, qui s'appelait Victor Druy, il va être promu à l'école de Cluny pour devenir premier agrégé de lettres modernes. La Châtenoire, les Genêts, bergers d'abeilles, tant de vers si délicieusement musicaux qui ont bercé notre enfance écolière. Irrésistiblement à Roupeirac, ils se remettent à chanter dans la tête du visiteur. Le moulin, celui que célébra François Fabier, est bien là, ou plutôt les moulins. Vas-y. Alors, l'eau, comme elle vient de l'étang, il y a 6 à 7 mètres de dénivelé. Donc, ça amène une force hydraulique très forte. On venait au moulin, on venait régulièrement au moulin. Et alors on se trouvait là, des fois 2 ou 3 clients, quoi. Et alors on passait la journée. Alors on nourrissait le meunier, on portait un poulet, on le mangeait à midi, en attendant la farine qui se fasse. Et voilà, le meunier nous payait un plat de poisson, un plat de truite. De temps en temps, en attendant que la farine, qu'on fasse le repas, il y avait la romaine là, alors on se disait combien tu pèses, oh je ne sais pas, allez, qui est le plus lourd. Alors on pariait un poulet, à l'époque c'était ça, 4 heures, et on rigolait, c'était un peu comme les femmes au lavoir, hein. On discutait de l'autre, de ce qui se passait dans le village. On prenait la température, disons. Voilà, on passait une journée agréable. Quand on allait au moulin, c'était une journée sacrifiée en principe. Les moulins, c'est un univers passionnant parce que c'est détaché du monde des villages et des fermes. C'est tout d'un coup quelque chose qui se met au fil de l'eau avec une espèce, j'allais dire, d'entente, d'action commune, de vie qui part de l'eau. Si vous avez lu le roman Occitan de Jean Baudot, qui est le livre des Catoilles, il y a la descente des gens qui descendent au moulin avec leurs charrettes et leurs bêtes et les sacs de blé et qui vont les moudre et qui restent jusqu'à ce que ce soit devenu une farine. Donc il y a quelque chose de très important. Le moulin est le lieu des rencontres. C'est le lieu parfois aussi des rencontres où l'on tient des propos qui sont des propos interdits, en tout cas qui échappent au tout contrôle. Et donc c'est un lieu de liberté, en bien ou en mal. Hein. Bon, je ne porte pas de jugement, mais le moulin c'est un univers à part, c'est un univers de technique, c'est un univers de savoir, c'est un univers social, c'est un univers de relations. Alors oui, ça a un côté fascinant. Le meunier va s'installer dans le paysage un peu à cheval sur deux
deux catégories sociales, le seigneur et le bourgeois, le paysan aussi. Il est un peu entre tout le monde, mais il appartient à personne. Il est parfois paysan parce qu'il lui faut des bêtes, un peu de surface pour donner de l'orge à son cheval. Il faut qu'il cultive son orge, c'est l'énergie du cheval. Et il lui faut un peu de jardin, quelques vergers aussi. Donc son territoire autour du moulin va être façonné de cette manière. Un petit verger, un petit potager, des céréales et des champs. Le pré du moulin, c'est quelque chose qui est assez marrant de voir dans les archives. Et le pré du moulin, donc c'est l'endroit où on met à paître la jument ou le mulet pour que le meunier fasse le transport des grains et des farines. Donc le meunier va être là, un peu intermédiaire, redouté, envié, et sa femme va être une personne à part. On parle souvent de la meunière dans toute l'Europe, c'est une manie européenne, c'est une identité européenne. La meunière est à part de toutes les autres femmes. Tellement qu'on parle de la belle meunière, on ne parle jamais de la belle paysanne, on parle toujours de cette femme. C'est un couple qui est là, qui s'installe dans la vie et qui va faire l'objet de tous les fantasmes et de tous les colibés. Voilà, on va le dire comme ça. Que ce soit d'ailleurs en Allemagne, en Autriche, ou en Espagne, en Italie ou en Irlande. Ou en Aveyron. Ou en Aveyron. Et ici en Aveyron, le meunier va être au cœur de la société pendant 800 ans ou 900 ans. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté les moulins? Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Ils m'ont apporté une meilleure connaissance de l'humanité occidentale, parce que le phénomène du moulin est principalement européen dans son expansion depuis 12 siècles. Une meilleure connaissance de l'espace, une meilleure appréhension de la dynamique des sociétés dans le temps, c'est-à-dire comment les sociétés évoluent grâce à la maîtrise de l'énergie, grâce à une occupation de l'espace intelligente, grâce à une intégration environnementale de leurs activités. Et ce recul-là nous permet de voir qu'autrefois on ne faisait pas n'importe quoi au hasard. On avait des modes d'intervention qui étaient relativement intégrés, pas trop violents, contrairement à notre société qui vraiment transforme la nature et les choses de manière très très forte. Donc le moulin permet de relativiser, se dire qu'on peut utiliser les énergies alternatives, mais il faut savoir qu'elles sont intermittentes. Quand il n'y avait plus d'eau, le moulin s'arrêtait, la société s'organisait, la filature s'arrêtait, les commerces avaient fait leurs provisions. Donc il y avait une dimension au temps qui n'était pas la même. Et ça, vraiment, c'était quelque chose de très précieux, parce qu'aujourd'hui, on est compressé par le temps, et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Alors qu'autrefois, on suivait les rythmes de la nature, et on pouvait bien, s'harmoniser avec son environnement. 2001 moulins en Rouergue pour une symphonie forcément inachevée. Il n'est pas un hameau, pas une ferme d'ici qui ne puisse y ajouter sa note. Elle a à la fois la saveur de l'humble pain quotidien et celle des énergies douces qui ouvrent des temps nouveaux. C'est pourquoi, plus fort que jamais, elle continue à résonner en chacun de nous.